Éducation, donc culture, on va y venir, vous l'avez cité, solidarité. Et pour cela, je vous demande d'accueillir Jean-Paul Delevoye, ancien ministre et ancien président du CESE, le Conseil social, environnemental, économique. Merci Jean-Paul, je vous en prie. Et puis, je précise, vous êtes un des administrateurs, le président Rapoport le disait, de la Fondation. Et Alain Picard, le directeur général de SNCF Logistics. Une des autres branches de la maison du groupe SNCF. Jean-Paul Delevoye, si vous voulez bien prendre le micro, je sais que vous avez une voix qui passe formidablement bien, mais c'est quand même mieux avec le micro. Le président Rapoport nous a bien montré, nous a bien rappelé que nous ne sommes pas hors sol ici, dans une dimension qui serait un peu onirique, mais hors du monde et hors de ces réalités difficiles en ce moment. C'est un des sujets qui vous passionne. Vous êtes un homme politique, vous avez été très engagé, vous venez de quitter la présidence de ce Conseil économique, social, environnemental, qui est un des lieux où entrepreneurs, le monde syndical regarde la société, essaye d'apporter des idées, de tirer des bilans. Quelle est l'image que vous avez aujourd'hui de notre société qui fait qu'en partie vous avez accepté de vous impliquer dans cette fondation SNCF? D'abord, bonjour à tous. Je voudrais vous dire les raisons pour lesquelles j'ai répondu en étant très honoré de cette demande, parce qu'en regardant ces trois déclinaisons, éducation, culture, solidarité, nous sommes obligés d'admettre qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, nous voyons émerger des forces politiques qui contestent le système. Et nous voyons un fossé se creuser entre les élites et les peuples. Est-ce que les peuples ont tort? Est-ce que les peuples ont raison? Et nous voyons brutalement, une étude américaine a montré que sur l'ensemble de la planète, les démocraties reculent. Et que nous voyons bien les ténèbres envahir un certain nombre de peuples, et les premiers symptômes, c'est de supprimer l'accès à l'éducation, de censurer la culture, et de considérer l'homme non pas en fonction de ses capacités, mais en fonction de « je peux l'accepter » ou « je le récuse parce qu'il est différent de moi ». Et au moment où le numérique est en train de changer le rapport à l'autre, à l'espace et au temps, posant de redoutables défis politiques, puisque les frontières disparaissent, plus personne ne maîtrise la circulation des capitaux, des idées, des hommes et des marchandises, nous voyons réapparaître cette vérité du philosophe: les nations ne meurent pas, mais elles peuvent se suicider. Car nous voyons réapparaître, au moment où il faut penser monde, le repli sur le village, au moment où il faut penser moyen terme, le repli sur le court terme, au moment où il faut penser l'autre, le repli sur soi. Et les luttes identitaires en marche seront plus redoutables que la lutte des classes. Et c'est quelque chose de fascinant, parce qu'il y a un momentum politique pour l'humanité extrêmement positif. C'est que le rideau de l'insouciance que l'homme pouvait dominer la nature s'est déchiré, et nous découvrons la fragilité de la nature. Et que la violence que l'on constate partout, malgré le fait que l'histoire nous rappelle que l'homme est capable du pire, est en train de montrer que la fragilité de l'humain est aujourd'hui en train de réapparaître. Or, c'est là où j'ai accepté de rentrer pour la fondation de la SNCF, parce que dans cette société de l'intelligence dans laquelle nous allons rentrer, la force des territoires ne sera pas la richesse du sol et du sous-sol, mais de son intelligence. Et si nous acceptons ce principe, nous voyons bien que le regard qu'on va porter sur l'humain sera totalement à revisiter, y compris chez nous. C'est que l'élève qui échoue, ce n'est pas un raté, c'est une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. Le chômeur, ce n'est pas un inutile, c'est une intelligence mobilisable. Et l'on voit bien qu'on va remettre en avant cette pensée confucéenne qui va remettre en cause notre pensée judéo-chrétienne. Le temps n'est pas une succession de séquences avec des ruptures, passage à l'ado, passage à l'adulte, passage à 25 ans, plus de 25 ans, handicapé, pas handicapé. Le temps sera une transformation continue. Et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, monsieur le professeur. La guerre des territoires était la technologie d'hier, et la conquête des territoires se faisait par l'avancée des chemins de fer. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre des cerveaux. Et le problème du monde, c'est quel est celui qui sera maître de nos cerveaux et de nos émotions. Le pétrole d'aujourd'hui, ce n'est pas la bataille, c'est la maîtrise des banques de données. Et que si nous n'offrons pas à nos jeunes, non pas l'acquisition des connaissances, mais l'éveil des consciences, le doute socratique,
la capacité de se dire est-ce que l'information que je reçois est une bonne information ou pas. Nous aurons un esclavage moderne d'hommes et de femmes nombreux, manipulés par des émotions fabriquées par les autres, et cet esclavage sera d'autant plus redoutable qu'il sera accepté par les esclaves et les chaînes seront invisibles. Et donc la libération par l'éducation, qui est la capacité non pas d'acquérir des connaissances, mais d'éveiller des consciences. La découverte de la culture, qui n'est pas la supériorité, comme disait Malraux, mais la fraternité. Et la solidarité, c'est l'engagement réciproque d'une communauté de destin. Et je terminerai simplement là-dessus pour attirer votre attention. Qu'au moment où nos sociétés se sont soudées par des souffrances, par la guerre et par des espérances, la paix, aujourd'hui elles se déchirent sur un quotidien difficile avec une disparition des espérances collectives. Et nous sommes en train de déchirer notre présent et nous sommes en train, par des lois mémorielles, de déchirer notre passé. Comment imaginer de construire un avenir commun et collectif si nous sommes dans cette opposition frontale entre les uns et les autres? Et De Gaulle disait « cette angoisse permanente d'un peuple paysan déraciné qui bascule dans un monde ouvrier ». Nous sommes en train d'avoir cette transformation d'un peuple déraciné du monde ouvrier qui passe sur un monde de service. Et dans cette approche, et je terminerai là-dessus, Hannah Arendt nous avait alerté, nous avait dit « le XXIe siècle devra compenser le vide de nos intériorités et retrouver le sens de l'altérité. » Si nous n'arrivons pas à remplir nos consciences et à construire des convictions, nous aurons un monde émotionnel qui renversera le plus puissant système économique et les plus puissants systèmes politiques. Et la raison de mon engagement, c'est exactement celui-là. C'est que nous avons eu un peuple d'ingénieurs qui a construit et voulu maîtriser les limites et repousser les limites. Le XXIe siècle, c'est quelles sont les limites à ne pas franchir pour que l'humanisation des robots ne transforme pas l'homme en robot, mais qu'il puisse continuer à maîtriser son destin et à faire en sorte que nos enfants et nous-mêmes, nous soyons libres de nos choix, libres de l'autre, et d'accepter l'autre dans sa différence et non pas dans la stigmatisation de l'autre. Mais, on ne s'est pas du tout éloigné de l'outil fondation dans l'outil entreprise. Et au fond, on en a un peu parlé, mais ce qui vous intéresse dans l'outil fondation, et donc le choix de votre implication, c'est qu'au fond, il démontre que l'entreprise n'est pas qu'un lieu de création de richesse, de création de valeur, d'opérationnel. Non, c'est évidemment plus que ça. C'est intéressant parce qu'Obama a reçu un rapport de la CIA il y a 10 ans. Ou sur la fondation SNCF? Non. Non, mais attendez, je vais vous expliquer. En disant, qui va réguler le monde? Les États-nations, les entreprises multinationales, les systèmes mafieux ou les dictateurs. Et l'on veut bien que, quand je parlais d'un avenir collectif, quel est le rôle d'une entreprise? C'est de retrouver une communauté de destin, avec un sentiment d'être fier de son patron, fier de son projet, et de passer d'une société de la performance à la société de l'épanouissement, la société de l'acquisition à la société du partage, de la société du bien à la société du lien. Nous allons rentrer dans une société de la connexion. Et j'attire votre attention sur ce fait. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir, par toute une série de renoncements, nous laissons multiplier les humiliations. Et l'on voit bien que le nazisme, le populisme est né de la révolte des humiliés. C'est dur d'être pauvre dans un pays riche. C'est dur d'être viré à 40 ans sans alternative. C'est dur de voir son gamin à 30 ans surdiplômé, sous-payé. Dans le monde de l'entreprise, il est possible que vous puissiez essayer de faire en sorte que chacun découvre son talent, se rencontre avec l'autre. Cyrulnik dit « Nous sommes grégaires, j'ai besoin de me rencontrer dans la rencontre avec l'autre ». Et l'on voit bien que j'aspire à ce que le monde de l'entreprise, et je vois bien la fierté de l'appropriation des cheminots, c'est quelque chose d'important. Nous avons trop de managers et pas assez de leaders. Quelle est la différence? Un manager, il gère un problème, un leader, il donne envie. Si on veut retrouver la gourmandise du futur, la gourmandise de l'autre, vive les leaders et vive l'envie. Alors, la gourmandise, c'est un mot qui doit plaire à Marianne Échette. Alain Picard, le monde, par définition, SNCF Logistique, vous connaissez. 52 000 collaborateurs, presque moitié-moitié en France
et à l'international. Vous êtes à la fois commissionnaire, comme on dit dans la logistique, vous affrétez des bateaux, des milliers de bateaux, vous gérez le voyage des containers qui font la mondialisation aujourd'hui, vous gérez des entrepôts qui sont presque déjà en partie des usines. Hein. C'est considérable, c'est un poids considérable et c'est international, je crois, combien 120 pays, je crois. Alors, pays, ouais. Qu'est-ce que vous inspire ce discours, cette réflexion sur ce qui nous attend, ce que nous sommes tous en train de vivre, vous, chef d'entreprise? Vous voulez savoir ce qui me passe là, à l'instant, après avoir écouté Monsieur Delevoye, c'est de dire, mais moi je fais que transporter la marchandise, vous savez, donc c'est pas non plus... bon, plus sérieusement, moi, il y a des livres dans les containers quelquefois. Ouais. Oui, aussi. Des machines à lire bientôt. Aussi, mais il y a beaucoup de choses. Non, moi un des éléments que vous avez donné et qui me paraît important sur l'entreprise. L'entreprise est un lieu, en elle-même, est un lieu de solidarité. C'est un élément absolument clé. Et donc, par rapport à la solidarité, il y a deux éléments. En soi, c'est un élément de solidarité. Ça fonctionne sur le principe de la solidarité, une entreprise. Et par ailleurs, nos entreprises, et je reprends l'expression que vous avez donnée, nos entreprises ne sont pas hors sol. On n'est pas une entreprise financière qui est je ne sais pas où. La plus grande partie des SNCF Logistique, c'est né de Géodis. Géodis, c'est un ancrage territorial très très fort. Géodis, on est à Feuquières-en-Vimeux, à Rodez, à Gennevilliers. C'est ça notre réalité. Donc nous sommes au cœur du tissu économique. Nous sommes au cœur des territoires. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que par là même, nous sommes impliqués en solidarité dans notre action avec le territoire dans lequel nous sommes, sachant que par ailleurs, nous sommes fondamentalement des entreprises de main-d'œuvre. Fondamentalement une entreprise de main-d'œuvre. Vous disiez, je vais reprendre votre boutade, je ne fais que transporter des marchandises. Sauf que dans le monde du transport, on pense à la mer, mais il n'y a pas que la mer. Dans tout le monde du transport, la solidarité, c'est un élément de clé. Donc aujourd'hui, rejoindre le groupe, ou plutôt rejoindre la fondation du groupe, ça veut dire quoi pour vous? Non, mais d'abord, la solidarité, c'est au cœur du monde du transport. Pour une raison essentielle, nous sommes, et je le répète, une entreprise de main-d'œuvre. Et nous avons une caractéristique essentielle dans l'entreprise de main-d'œuvre. C'est-à-dire que nous avons aussi bien des ingénieurs qui sont capables de dessiner des systèmes de transport très compliqués à l'échelle du monde, mais nous avons majoritairement des gens qui ne sont pas diplômés, qui sont dans nos entrepôts, dans nos plateformes, et des gens qui vont pouvoir progresser dans l'entreprise. Et donc, par là même, va s'exercer au sein de cette entreprise une solidarité dans la progression de nos salariés. C'est la chaîne, c'est l'image de la chaîne sans laquelle il n'y a pas de livraison. Exact. Bon, le deuxième élément, moi je voudrais redire un élément qui a été évoqué par Jean-Pierre qui me paraît important. Nous, désormais, nous avons 26 000 collaborateurs en dehors de France. Nous avons 11 000 collaborateurs aux États-Unis. Nous avons 3 000 collaborateurs en Allemagne. À ce titre, je pense que les valeurs que nous venons d'évoquer là, c'est des valeurs de la Fondation, évidemment, mais c'est fondamentalement des valeurs que l'entreprise doit inscrire. Parce que sinon, comment voulez-vous toucher tout le collectif? Comment est-ce que nos 52 000 salariés, dont la moitié sont en France, comment est-ce qu'elles vont être impliquées dans ces valeurs? Et je vais rappeler les valeurs de Géodis parce qu'elles sont importantes. C'est l'engagement, c'est l'innovation, c'est la confiance, c'est la solidarité et c'est la passion. Et donc, il est absolument fondamental qu'au-delà même des actions de la Fondation, l'entreprise inscrive ces valeurs dans son action. Alors, même question qu'à Jean-Pierre Farandou. Comment, au fond, dans votre politique RSE, vous qui êtes mondiaux aussi, comment vous allez agir, interagir avec la Fondation? Comment vous allez vous impliquer dans la Fondation? Moi, je vais reprendre quelque chose. Je vais reprendre un peu plus de distance, de dire que au sein de Géodis, c'est un long cheminement sur la solidarité. En fait, il a été créé dans les années 90 un prix qui était qui portait le nom d'un dirigeant tout à fait symbolique de l'entreprise qui s'appelait Guy Crescent. Et ce prix était destiné à décerner un prix à des gens qui favorisaient l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise et qui créaient parfois leur propre entreprise.
Dans les années 80, nous avons créé une fondation, dans les années 90, une fondation qui était la Fondation Géodis. Donc c'est une longue histoire, c'est une très très longue histoire, et nous nous inscrivons dans cette histoire. Le cadre de la Fondation SNCF, c'est un cadre qui nous permet d'élargir l'action. Et moi, je reviens sur un élément qui me paraît fondamental, c'est que nous sommes sur les territoires en France, nous nous impliquons directement par un certain nombre d'actions. Le mécénat de compétences est un élément absolument clé parce qu'il crée le lien entre le salarié et l'extérieur de l'entreprise. Nous ne pouvons pas penser les actions de la Fondation sans nos salariés. C'est la base, me semble-t-il, des actions, et le mécénat de compétences est un élément qui est absolument fondamental. Et je voudrais dire, par ailleurs, un deuxième élément que vous avez repris et qui explique aussi pourquoi nous avons rejoint la Fondation SNCF, c'est que, d'une certaine manière, nous étions très tournés vers le handicap physique, et que ce que je constate aujourd'hui, et qui me paraît évident, c'est que nous sommes confrontés, nous, entreprises, à un phénomène qui est de plus en plus prégnant, qui est le phénomène de l'illettrisme et de la fracture numérique. Aujourd'hui, vu le développement du e-commerce, nos salariés se trouvent de plus en plus confrontés à la maîtrise d'outils qui sont des outils numériques et à la nécessité d'être en interaction avec vous qui êtes le client. Et dans ce cas-là, il est absolument fondamental que nous soyons capables d'agir dans notre environnement sur l'illettrisme parce que cela concerne aussi nos salariés. Et c'est un handicap pour les salariés, évidemment, mais c'est un handicap au développement de l'entreprise. Alors, Jean-Paul Delevoye, on voit bien comment s'insère la Fondation dans cette vision du monde que vous nous avez décrite, mais votre vision sur la Fondation, alors votre sentiment, votre jugement... D'abord, ça fonctionne. J'ai été très intéressé par l'engagement. J'avais rencontré Madame Essette et les dirigeants, et j'ai bien vu à quel point la société SNCF, avec l'ensemble des groupes, voulait jouer un rôle sociétal et faire en sorte qu'effectivement, elle puisse donner du sens à ses salariés. C'est assez fascinant. Il y a toute une série d'études de management aux États-Unis qui ont montré qu'une des vertus les plus importantes, c'est l'empathie. L'empathie, c'est d'abord la considération que je porte à l'autre, mais avec la connaissance que j'ai de moi-même. Et dans sa propre découverte, on est obligé de se découvrir dans le regard de l'autre. Et de permettre dans un management d'offrir la possibilité d'aller se confronter à d'autres horizons, handicapés, soins palliatifs, éducation, culture, etc., je suis certain que c'est un retour d'investissement extrêmement positif pour l'entreprise. Et puis enfin, sur l'illettrisme, j'avais été très frappé parce que m'avait dit Thierry Lepan, qui était venu me voir au CESE, et j'ai eu le même réflexe quand il m'a dit il y a plus de 3 millions de personnes qui ne savent pas lire, je ne l'ai pas cru. Et aujourd'hui, l'on voit bien que ce que vous disiez, monsieur le professeur, c'est quelque chose de fascinant. Si nous voulons éviter que nos jeunes, nos moins jeunes, nos adultes, parce que l'on perd les acquisitions du savoir. Et je terminerai, pardonnez-moi, peut-être par un conte africain. Pardonnez-moi, je n'ai pas du tout pensé à ça, pour vous dire un peu quelle image de la Fondation. C'est un conte africain où le père africain, en fin de vie, réunit ses 3 fils et leur dit « Je vais mourir et je vais donner à chacun d'entre vous quelques pièces d'or et c'est celui qui remplira le plus la case qui aura droit à la case familiale. » Le premier prend les pièces d'or, achète du bois, remplit au tiers la case. Le second prend les pièces d'or, achète de la paille et remplit la moitié la case. Et le troisième attend que la nuit tombe, achète des bougies et éclaire toute la case. Et je crois que ce qui est important, c'est de permettre, comme le disait monsieur le musicien tout à l'heure, et disait Céline, c'est de permettre à chacun de retrouver la musique à mettre de son cœur pour faire danser sa vie. Et si chaque employé qui va apporter une petite lumière de la Fondation pour éclairer les ténèbres dans lesquelles souvent sont plongés nos concitoyens, nous risquons d'éviter les plus grandes catastrophes parce que les désespérances, les chants désespérés ne sont pas les plus beaux, mais les révoltes des plus désespérés sont les plus dangereuses. Et la stabilisation du monde passera par cette capacité que nous aurons d'aller allumer les lumières pour faire reculer les ténèbres et peut-être de permettre à chacun de découvrir la musique dans son cœur. Et alors, comment...
Gourmandise, lumière. On a une très grosse échéance dans un an. J'aimerais bien que tous les candidats nous parlent de gourmandise et de lumière. Mais non, je ne veux pas vous amener à la campagne. J'ai envoyé un titre en disant qu'apaiser les marchés, c'est bien. Apaiser les peuples, c'est mieux. Et lorsque j'entends que toute une série de candidats ne parlaient que de chiffres et de ne pas parler d'émotions et d'affectifs, je crois qu'ils passent à côté de la plaque et qu'il faut s'occuper aujourd'hui des émotions. C'est ça que je voulais dire. Alors, le village, oui. Comment on éclaire le village? Concrètement, la solidarité à la Fondation, ça passe par quoi? Marianne? Oui, justement. En quelques mots, on va venir au levier après, mais très rapidement. Oui, absolument. On a parlé des différences qui nous séparent et parfois nous opposent. Et donc, la solidarité est une réponse à ces clivages. Mais en fait, quelle solidarité? La solidarité pour la Fondation SNCF, elle consiste à favoriser des solidarités qui passent par le faire ensemble. Et ça nous paraît très, très important. Et nos partenaires l'ont bien compris. France Bénévolat, Unicité, l'Institut de l'engagement. Alors, nous avons 2 programmes, 2 dispositifs. Le faire ensemble avec nos différences, c'est une initiative très originale. C'est un appel à projet qu'on a lancé il y a 3 ans avec le réseau national des maisons d'association. Et l'idée, c'était de faire rapprocher des publics différents, justement. On en a parlé, les jeunes, les seniors, les personnes valides, les personnes handicapées, les filles, les garçons, les personnes de cultures différentes. Alors, on leur a proposé finalement de se rapprocher et de construire un projet commun pour se découvrir, en impulsant une démarche interassociative. Et ça marche, parce que les résultats, c'est ce qu'on voit à l'écran, ce sont 281 projets portés par 3 associations en moyenne. Et donc voilà, c'est possible, faire ensemble, et c'est ce que vraiment, on y croit beaucoup et on va continuer. Le deuxième dispositif est nouveau. Il s'agit de sensibiliser à la citoyenneté dès le plus jeune âge. Et c'est important de faire découvrir, M. Delevoye le disait, les valeurs et les pratiques citoyennes et d'engagement. C'est important, dès qu'on est jeune, de pouvoir s'engager. Alors, à titre d'exemple, l'ANACEJ, qui est l'association que vous connaissez certainement, nationale des conseils d'enfants et de jeunes, qui permet justement à ces jeunes de contribuer, de participer à la construction des politiques publiques, de s'engager très rapidement et de pratiquer cette citoyenneté dès le plus jeune âge. Voilà. Il y a 2 conseils des ministres, là. Voilà, c'est voilà, 2 conseils de ministres, absolument, en herbe. En herbe. Alors, on va revenir sur le levier, mais d'abord, je voudrais que nous remercions à la fois Alain Picard et Jean-Paul Delevoye pour leur intervention, leur présence ici parmi nous ce soir.